Alors ici, je vais faire une vidéo pour une fois en français. Euh, je veux juste expliquer pourquoi, au fond, un francophone écrit un livre en anglais. C'est quand même un peu étrange. Euh, En fait, la raison se résume à ces photocopies, cet article photocopié dans la revue Esprit que j'ai fait il y a 25 ans de ça. Esprit, mars-avril 1993. Critique littéraire à la dérive. Lettre à la revue Esprit par Jean Martin, qui nous écrivait de 40 ans le 20 novembre 1992. C'est un article très bien écrit qui montrait un peu l'état de la littérature française en France. Et euh, y a, ça dépeignait, et je suis aussi par d'autres sources, notamment par le livre de Jean-Marie Domnac, Le crépuscule de la culture française, on, on sentait que, au fond, la littérature française n'est pas axée sur le fait de raconter une histoire. Même c'est vu plutôt mal vu. D'après Jean-Marie Domnac, le, pratiquement la seule partie de la littérature française qui se préoccupe de raconter une histoire encore, c'est le roman policier. Et à part ça, il y a une attitude de faire de l'art pour l'art. D'ailleurs, cette expression l'art pour l'art a été utilisée la première fois par Benjamin Constant, qui, accompagnant Germaine de Staël en l'année 1804 à Weimar, il note « Dîner avec Robinson, écolier de Schelling. Son travail sur l'esthétique de Kant, idée très ingénieuse. L'art pour l'art et sans but. Tout but dénature l'art. Mais l'art atteint un but qu'il n'a pas. Ce qui fait la différence avec aujourd'hui. Mais néanmoins, c'est la première apparition de l'expression l'art pour l'art. Donc, 1804. C'est au fond, c'est quand on essaie d'écrire un livre qui a des prétentions, le fait de raconter une histoire n'est plus accepté, apparemment. C'est non seulement pas quelque chose de positif, c'est quasiment quelque chose de proscrit, c'est quelque chose de négatif. Et on le voit à la nature des œuvres qui gagnent les prix. Moi, notamment, je me rappelle en 96, quand le prix Goncourt a été décerné à Pascal Rose pour Le Chasseur Zéro. Bon, c'est l'histoire d'une femme dont le père a été tué par un kamikaze en 45 quand elle avait 1 an. Et maintenant qu'elle est adulte, elle tombe amoureuse de l'image imaginaire qu'elle se fait de ce kamikaze. Et elle finit par jeter sa voiture contre une autre voiture sur l'autoroute. Alors, c'est pas que je veux mépriser. Ce livre n'était ni bien écrit ni mal écrit. La question, c'est pas ça, mais c'est quand même le prix Goncourt de 1996, le prix le plus prestigieux de la littérature française. Et enfin, il y avait vraiment rien d'autre cette année-là. Moi, en tout cas, quand je vois ça, et quand je vois cet article de Jean Martin, je ne reconnais aucune légitimité à un roman qui ne cherche pas à raconter une histoire. Il faut raconter une histoire. Et il faut aussi divertir. Et dès qu'on s'écarte de ça, pour moi, ça n'a aucune légitimité. Alors, je vais lire cet article de Jean Martin parce que je le trouvais très bien écrit, très beau, et je vais lire des passages seulement
pour vous donner une idée un peu de... Au fond, si j'ai gardé les photocopies pendant 25 ans, c'est un article qui m'a marqué, quoi. C'est peut-être pas 25 ans, 94 à 2018, en tout cas. Ça fait un bout. Alors, ça, c'est les photocopies que j'ai fait en 95 à peu près, ou 94. Alors, lui, il s'oriente sur les critiques comme étant un des domaines qui est fautif dans cette situation ridicule, au fond. Et alors, voilà ce qu'il en dit, sur un ton plus bas. Chacun sait que la demande qui commande, c'est la demande qui commande à l'offre, que c'est le client qui oriente la qualité du produit. Or, qui donc oriente le marché du livre aujourd'hui? Qui oriente le client dans sa demande? De qui dépend le commerce moderne des idées et des formes littéraires, si ce n'est de ceux qui signalent les livres à l'attention des acheteurs potentiels, autrement dit les journalistes culturels. On ne va jamais chercher la responsabilité de ce côté-là, alors que c'est là qu'il y a le moins de risques, les journalistes ayant tout de même beaucoup moins de contraintes que les éditeurs et que les auteurs. Puisque des trois pôles de la vie du livre, conception par l'auteur, production par l'éditeur et réception par la critique, c'est la critique qui a relativement le plus de marge de manœuvre. C'est donc grâce à la presse que la situation pourrait changer. Réciproquement, si la situation s'aggrave comme en ce moment, il n'est pas interdit, pour un juste discernement des causes, de s'interroger sur l'éventuelle responsabilité qu'y a la presse. À moins que celle-ci, comme autrefois la prêtrise, exige de nous d'être tenus pour vertueuses par vocation, et commande à l'intelligence de faire abstraction d'elle-même. Ce serait, de la part de la presse, se conduire comme une authentique corporation de prêtres, et de s'estimer au-dessus de toute critique, de s'exclure de toute discussion raisonnée sur ses vertus et dérives. Or, qui n'ira que l'émission de la pensée et de la littérature dépend de sa réception? Veut-on une preuve à contrario que celui qui fait vendre fait remonter la demande et ainsi commande à celui qui produit? Sans journaliste pour le défendre, un livre meurt. Le journaliste est au marché de l'édition littéraire ce que le mécène était à l'art d'Ancien Régime. Il peut tout, encenser un livre ou lui faire la mort sans phrase, rayer d'un trait de plume tout contradicteur, ironiser en passant sur la critique de la presse. Et ce dont le journaliste n'a pas idée, ce dont il n'a pas l'intuition littéraire, il l'étouffe, sans même le vouloir. Ainsi, je vous le demande un peu, qui donc à ce jour a envisagé, ne serait-ce que poser la question, l'éventuelle responsabilité de certaines pratiques de la critique littéraire dans la crise actuelle de l'édition? Qui? Personne. Et pour cause, ce sont les journalistes et eux seuls qui rendent compte des possibles explications à la crise. Comment voulez-vous qu'en aussi confortable situation d'autarcie, d'où ils peuvent faire taire toute demande de compétence, museler quiconque s'étonnerait de tel de leur choix, comment voulez-vous que prémunis de toutes parts comme ils le sont, ils aillent se demander s'ils n'auraient pas quelque responsabilité dans la crise actuelle? Ce serait bien la première fois que des êtres humains se demanderaient spontanément si par hasard ils n'auraient pas quelques poutres dans l'œil. Au passage, vous trouverez un élément de réponse à ma question initiale. Pourquoi n'entend-on aucune protestation, nul éclat de rire? Pourquoi une revue comme la vôtre n'a-t-elle encore rien pu dire sur ce qu'on nous propose aujourd'hui en fait de haute création littéraire? Eh bien, c'est simple. Toute publication qui oserait décrire la situation où une certaine critique plonge en ce moment la littérature serait tuée dans les faits, puisque la presse est omnipotente. Il suffit à ces critiques de ne pas dire un mot de cette publication, jusqu'à ce que les lecteurs ne sachent plus que la dite publication existe, jusqu'à mort commerciale donc.
Puisqu'il est question de discernement, il faut poser un autre préalable à notre expérience. Selon quels critères, en effet, à quelle aune jugeons-nous de la littérature que nous disions de qualité? Cette littérature dont nous stipulions, un peu vite selon ceux qui nous méprisent, qu'elle est discernée par les 5000 lecteurs connaisseurs sur lesquels les écrivains pouvaient en compter du temps de Flaubert. Pour avancer, je propose d'adopter la définition qu'un prestigieux journal français publia cet automne de ce qu'on peut entendre par littérature qui reste, au demeurant classique. Elle devrait susciter l'accord de base. C'est Octavio Paz qui l'a fourni. Nous devons renouer avec la tradition de la grande littérature du XXe siècle. Les classiques modernes n'ont pas flatté les goûts, les préjugés ou la morale de leurs lecteurs. Leur propos n'était pas de tranquilliser, mais d'inquiéter, de réveiller. C'était une littérature d'écrivains qui ne craignaient pas de se retrouver seuls et qui n'ont jamais couru la langue pendante après la déesse chienne du succès. Pour eux, le métier d'écrire était une aventure dans les terres inexplorées, une descente au fond du langage. Ils nous ont donné une leçon de maîtrise, mais aussi de courage, de désintéressement. C'est pourquoi leurs œuvres sont encore vives. Nous, les écrivains d'aujourd'hui, devons réapprendre ce vieux mot qui a marqué le début de la littérature moderne. Le monosyllabe « non ». J'ai toujours cru que la poésie, même la plus sombre, celle qui naît de l'horreur et du désastre, se réjoue toujours en célébration de l'existence. La plus haute mission de la parole est l'éloge de l'être. Mais d'abord, il faut apprendre à dire non. Au moment où il publiait ces mots, le même quotidien dans son supplément littéraire mettait en avant, comme grands écrivains français, Jean Echenoz, Michel Rio, Philippe Solers. Ici, certains lecteurs, les 5000 que j'invoque, savent que ma lettre pourrait s'arrêter là. Pour eux, tout est dit, point de suspension et consommer le ridicule. Qu'ils m'excusent si je continue lourdement, mais la situation, l'état des esprits l'impose. Il faut prendre sur soi, montrer l'évidence si on veut que ça cesse un peu. Pour Jean Echenoz, une salve de ferveur journalistique nous cueillit au sortir de l'été. Été 93, je pense. À croire qu'il s'était donné le mot. En y allant dès le 27 août, le Monde pouvait espérer être le premier. Las, Libération le devança d'une matinée. Mais tel est prix qu'il croyait prendre, déjà Libé était doublé de 2 demi-journées, oui, une journée entière, par Télérama. Aussi la croix ne traîna pas, le 31 c'était chose faite. Le 2 septembre, c'était le tour du Canard enchaîné, le 3 celui du Journal de la Cité. Le même signataire aussitôt remit ça dans Art et Culture. Autour du Point le 5, du Provençal le 6, ça y était, la province s'y mettait. Et l'étranger aussi, même pour le Journal de Genève. Après la Suisse, l'Humanité, 16 septembre, qui remit ça le lendemain dans l'hebdo Révolution. Même jour, même combat, François, etc. Comme ça, tous les jours, tous y passèrent, tous, une salve, je vous disais. Le ton des articles? Il fut donné dès le premier tir par Télérama. Jean Echenoz, c'est d'abord un ton. Le mot était lâché. Un mois plus tard, il se le repassait encore. Cette note bleue, n'est-ce pas? Encore un bon mois de ronde campagne, et au cours d'une émission télévisée de caractère, qu'il faut à tout prix archiver pour les historiens du micro-snobisme parisien, on nous servait des choses du genre « Avec Echenoz, c'est comme avec Godard, on reconnaît tout de suite, n'est-ce pas ?» Au demeurant sympathique, l'auteur à l'émission, faux naïf peut-être, mais vrai timide sûrement, pour ça qu'on se laissera aller à acheter son livre. Pourtant, passé ces 2 premiers, le méridien de Greenwich et Cherokee, qu'on avait soi-même encensé dans les cafés et les dîners avec ce doux frétillement que donne le sentiment d'être d'accord avant tout le monde,
se gardant bien d'avouer qu'on les avait laissés tomber à la moitié. Ces deux romans qui découvraient, oui, découvraient, et les journalistes avec eux, découvraient, et attention, dès les années 79 et 83. Dès ces années-là, Echnoz et les journalistes découvraient quoi? Découvraient, attention, le détournement des genres, récits de voyage et romans policiers en l'occurrence. Bref, passé Greenwich et Cherokee, donc passé ces deux sujets d'extase pour la tête chercheuse journalistique et aussi pour nous-mêmes lecteurs de province, craignant toujours d'être en retard d'un snobisme, donc passé donc ces deux chefs-d'œuvre consensués, passé ça parut Lac d'Echnoz. Alors là, un triomphe se fut. Le triomphe, je crois que cette fois le Monde, toujours avec le même journaliste, un certain monsieur Le Pape, je crois, avait pris le meilleur départ. Pour ça qu'au roman suivant, les autres journaux travailleront mieux du starting block. Bref, un tel triomphe, ce 5e roman d'Echnoz, que celui-ci apparut désormais en tête des hit-parades intellectuelles. Alors, que voulez-vous? Vu la clameur, j'ai acheté Lac, puisque c'était le dernier Echnoz. Comment, vous n'avez pas lu le dernier Echnoz? Je l'ai même lu, pour tout vous dire. Jusqu'au bout, pour tout vous dire. Jusqu'au bout, cette fois. Oui, j'ai lu Lac. Jusqu'au dernier mot, je l'ai lu. Parce que ça m'a passionné? Non. Parce que ça m'a intéressé? Oui. Oui, ça m'a intéressé de voir pourquoi la presse s'extasiait. Et comme au fil des pages, je ne voyais pas, j'ai poursuivi la lecture, j'ai poursuivi, je peux même dire que j'ai traqué la raison pour laquelle ils s'étaient tous extasiés, tous, et m'avaient fait acheter le dernier Echnoz. À l'époque, je ne savais pas que ce ne serait pas le dernier, ni son dernier triomphe. Mais je m'en doutais bien un peu. C'est comme aujourd'hui, j'ai lu son suivant, mais je me doute que ce n'est pas le dernier Echnoz, ni le dernier triomphe d'Echnoz. Quant aux années qui viendront après, les années qui viennent, quant à la postérité, autant dire, c'est-à-dire quant à la littérature, autant lâcher le morceau. Là, c'est autre chose, tout autre chose. Je voudrais bien voir s'il restera un dernier mot du moindre dernier Echnoz. Et tenez, on va dire pourquoi dès aujourd'hui les compétents patentés critiques pourraient dire qu'il ne restera pas un iota de la littérature d'Echnoz. Allez, on va le dire, il est temps. Je laisse tomber la parenthèse. Prenons Lac. Pour ce qui est premièrement du genre de récit où s'inscrit ce roman, il s'agit encore une fois du genre du détournement des genres. Pourquoi pas? La parodie a ses richesses esthétiques. Echnoz la veut nuancée. Donc Lac raconte une histoire qui se veut policière tout en ne l'étant pas. Il vire là ironie. Rappelons que l'ironie implique une distance à l'égard de ce qu'on montre. La seule distance d'Echnoz dans son jeu de parodie blanche tient à ce que son récit devance toujours légèrement la prévisibilité du type de récit qu'il détourne. On appelle ça de l'humour narratif éventuellement, mais de l'ironie sûrement pas. L'ironie impliquant, faut-il le rappeler, apparemment il le faut, un écart critique à l'égard du réel tel qu'il nous est donné, préquadrillé par les préjugés sensibles et réflexifs dont nous héritons. Les classiques pazes, les classiques modernes n'ont pas flatté les goûts, les préjugés. Leur propos n'était pas de tranquilliser. Or, quel écart critique peut-il bien y avoir dans l'histoire que raconte Lac? Parlons-en de l'intrigue, puisqu'il y en a une. Il s'agit d'une vague histoire d'espionnage dans les environs de Paris, passé les abattoirs de Rungis. Rungis qui d'ailleurs donne lieu aux seules pages 5 ou 6, littérairement intéressantes d'Echnoz, qui sait souvent dans ses romans cueillir la fleur du banal dans ces quartiers considérés a priori comme trop ingrats, pour que l'attention y remarque quelque chose. Il faut un nouveau regard qui peut donner lieu à une nouvelle poétique, pour peu qu'on s'avise que rien n'est banal au monde indépendamment de notre regard.
Il y a de cette poétique chez Eshnoz qui n'ajoute rien au banal ni le cultive sans pour autant le laisser en l'état. Mais c'est tout. Car pour le reste, et pour en revenir à l'intrigue dont nous abordions le traitement du genre, avant de passer au style, on ne peut pas dire que cette histoire de héros bricoleur qui se retrouve en train d'espionner dans un hôtel du lac à l'aide de mouches porteuses de cellules enregistreuses branchées sur ordinateur, on ne peut pas dire que ce soit d'une excessive subtilité ironique. Drôle tout au plus. Et encore, pour ceux auxquels il en faut peu, ça a un nom les gens qui rient de peu. Parlons donc plutôt de léger humour si l'on y tient à propos de la littérature d'Eshnoz, mais de l'espèce potache et non pas de l'humour léger, car la légèreté d'esprit, elle, ne confondrait pas nuances et platitudes, agrément et plaisanterie. Quel agrément voulez-vous qu'on trouve à cette histoire de mouche espionne avec allusion de série B revisitée par des limousines noires sous des arbres? Paz, leur littérature n'était pas triviale ni conformiste, mais au contraire critique, agressive, souvent complexe. Vous trouvez quelque agrément à ça? Je ne parle même pas d'intérêt. C'est une affaire entendue que l'acte ne nous intéresse en rien, nous autres lecteurs. Ne concerne en rien le lecteur parce que ça ne lui ouvre les yeux sur rien de la vie d'aujourd'hui. Alors pourquoi nous dit-on qu'Eshnoz écrit la littérature de notre époque? Pourquoi veut-on à ce point nier l'ennui que ce genre de littérature pousse jusqu'à l'irritation? On va bientôt nous interdire d'avouer qu'on se moque de nous. Faut-il le rappeler? Oui, il le faut, que la littérature qui prend les lecteurs où ils sont, puis les laisse dans le même état après lecture, sans les transformer le moindrement sur le plan du sens et des sens, cette littérature-là a toujours immédiatement diverti de manière plus ou moins sophistiquée, certes, mais à coup sûr consensuelle. Sophistiqué l'aura littéraire qui nimbe. Les romans d'Eshnoz l'est. Et cela explique bien des choses, sans doute. Il faut reconnaître que les éditions de Minuit n'ont pas leur pareil pour en jeter côté snobisme janséniste. Si on en juge par l'impression qu'elles savent faire sur plusieurs journalistes. En raison, il est vrai, d'un catalogue prestigieux. Mais ce catalogue ne doit pas pour autant cautionner ni occulter certains choix ridicules, ou en tout cas il n'excuse pas que l'esprit critique se laisse systématiquement éblouir. En tout cas, certains critiques éminents semblent ignorer que la littérature qui ne tient pas à la seconde lecture, je rappelle ce test élémentaire, n'est pas de la littérature. Elle ne tient pas parce que le lecteur y avait déjà trouvé à la première lecture ce qu'il savait et sentait avant la lecture. J'aime le dernier Eshnoz, c'est tout comme je pense et tout comme je suis. C'est drôle, non? Pourquoi voulez-vous en plus qu'il se récite une deuxième fois ce qu'il a eu plaisir à se voir confirmer à la première lecture? Déjà, le premier plaisir n'était que plaisir du reflet indirect, le plaisir de s'y retrouver à l'identique. Alors, identique au carré, vous pensez, on appelle ça les plaisirs moroses. Apparemment, en toute bonne foi, nos critiques ne se sont toujours pas aperçus, mais si c'est en toute bonne foi, où est passée la compétence? Il va falloir qu'ils choisissent. En toute bonne foi, nos patentés compétents ne se sont toujours pas aperçus qu'ils encensent avec Eshnoz et consorts la littérature de divertissement de notre époque. Petite époque, soit dit en passant. Nos compétents patentés semblent ignorer que rien ne divertit comme le consentement, qui fut toujours la forme idéologique du divertissement. Ça assoit d'être rassuré, bien connu. Dans le cas d'Eshnoz, on a les deux et c'est pour ça que ça marche. On a le consentement idéologique à l'idéologie du consentement. Et au niveau des perceptions, on a en prime un divertissement qui se croit si neutre qu'il ne donne rien à sentir. L'idéologie de l'individualisme minimal.
au sens où l'individu s'est réduit au minimum en définissant sa liberté par soustraction des autres. La littérature d'Eshnoz recueille le consensus critique justement parce qu'elle ne pense ni ne sent. Elle est là pour nous divertir du souci du sens et du plaisir des sens, et c'est en ce sens qu'elle est littérairement bête. À trop faire l'ange anti- ou a-idéologique, comme si ça existait, comme s'il n'y avait jamais de pensée de la forme, une littérature qui ne pense pas, qui ne nous pense ni ne se pense. Tiens donc, ce serait bien la première fois. Assurément, la veine est riche d'avenir. Elle vous sort une tête bête d'intention anti et voudrait nous faire prendre sa platitude sans faute pour une nouvelle contribution à l'esthétique du degré zéro. C'est dans ce piège béant que donnent tête baissée les promoteurs d'Eshnoz. Pour preuve, prenons le plus zélé d'entre eux, le journaliste du Monde, celui qui s'est fait doubler d'une journée fin août. Voyons comment il nous explique que le tout dernier roman d'Eshnoz, ça c'est plus tard, Nous trois, donne le fin mot de notre époque. Alors ça c'est Nous trois. Selon une tactique typique de la mode critique d'aujourd'hui, tactique probablement à demi inconsciente et par conséquent habile à demi, mais apparemment beaucoup de lecteurs tombent dans le panneau, ce qui prouve qu'on a les journalistes qu'on mérite. Donc, selon une tactique très mode du jour, notre zélé du 28 août boucle son article en mentionnant le problème du divertissement. Eshnoz fait tant et si bien dans le jeu stylistique. Attendez, là, j'ai perdu ma ligne, là. Qu'on pourrait prendre Nous trois pour ce qu'il n'est pas. Un superbe divertissement. La tactique consiste, on le voit, à prévenir l'objection. Révélateur doublement. D'abord, s'il la prévient, c'est qu'il la sent possible. Or, Racine, qui répétait à chaque préface qu'il fallait d'abord plaire, n'avait apparemment pas peur qu'on lui objecte que son théâtre ne faisait que ça. Deuxièmement, révélateur d'un tour d'esprit qui consiste à émettre une appréciation par simple réplique à l'objection. On peut construire tout un article comme ça, et même tous ces articles, et même toute une carrière. On va voir ça avec Solers. Au total, toutes les réponses à toutes les objections qu'on voudra ne feront jamais une proposition. J'entends par là une création. Si le mot n'est pas de trop pour certaines oreilles dans le vent. Le procédé est tout de même un peu gros dans la tactique de promotion. Il va comme suit. Roman de divertissement, cher lecteur, nous prévient le zélé. Ça en a tout l'air, en effet, mes chers lecteurs. Mais attention, lecteur, je vous préviens, c'est ce que vous allez vous dire. Eh bien, justement, c'est ce qu'il ne fallait pas vous dire. Pourquoi nous soupçonner ainsi? Que craint-il donc, cet homme? Que nous sortions de ce roman simplement divertis? Et encore. Mettons que l'ennui compte parmi les nouvelles saveurs du divertissement fin de siècle. L'ennui, comment ça s'alarme-t-il par hasard? Et nouvelle objection qu'il prévient en fin d'article. C'est un tour de passe-passe fort en vogue en ce moment. On va voir l'usage intéressé que Solers en fait. Il s'agit toujours d'objecter à l'objection. Mais objection multipliée par objection, c'est égal à quoi finalement? Le critique sentant que le livre qu'il promeut pourrait bien sonner creux comme une plaque d'égout pour certaines oreilles un peu trop fines, donc assourdissons les autres au cas où les fines oreilles répercuteraient ce qu'elles ont entendu. Avertissons le lecteur de base que si les fines oreilles se mettent à causer, ce ne sont que des fines bouches qui n'en ont que pour le triste, le lourd, le significatif. Léger, léger surtout, nous avertit le bonhomme. Nous, on veut bien qu'on nous fasse la leçon, mais si on a le droit de poser une question, apparemment non, on n'a pas le droit de poser une question à un journaliste, je lui poserai la question que j'aimerais bien savoir où il est allé chercher un imbécile qui serait contre la légèreté. On a un peu l'impression qu'il nous l'invente de toutes pièces.
Le lecteur devrait tout de même avoir le droit de dire son mot au journaliste quand celui-ci le sollicite d'une manière telle qu'on se sent pris pour plus bête qu'on est. Voyez comment fait Monsieur le Pape après nous avoir averti qu'on serait bien sot de prendre nous trois pour ce qu'il n'est pas, un superbe divertissement. Echnoz, malin comme il est, là c'est la citation, malin comme il est, a sans doute inscrit l'éventualité de ce contresens dans la trame déroutante, déstabilisante de nous trois, dont le titre peut aussi se lire « L'auteur, le livre, le lecteur ». C'est peu dire que le piège se referme sur le lecteur qui a tout intérêt à avoir compris nous trois. Il est prévenu. Ça se passe entre lui et lui. C'est comme la faute, ces choses-là. Si vous avez pris nous trois pour du divertissement, ça vous regarde dans le miroir. Si vous n'y avez vu que du feu, c'est votre lucidité qui est en cause et libre à vous d'y réfléchir à 2 fois ou pas, mais c'est à vous de voir. Personne n'oblige personne à réfléchir. Vous avez le droit d'être un lecteur qui ne réfléchit pas, d'être un lecteur qui ne comprend pas Echnoz, vous entendez, vous avez le droit de ne strictement rien comprendre au génie d'Echnoz. Vous avez parfaitement le droit d'être idiot, mais vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous aura pas prévenu, qu'on ne vous aura pas tout fait pour vous éviter la faute, la bêtise, vous éviter d'avoir l'air bête tout l'automne, si nous trois d'ennui vous tombent des mains, de platitude, d'épaisseur plate, de légèreté klaxonnée, eh bien sachez que c'est entre vous et vous que ça se passe et on vous aura prévenu. Qu'on nous comprenne bien. Jeu et piège rhétorique, on veut bien. Cela a toujours fait partie du plaisir qu'il y a à lire de la bonne critique. Mais ce plaisir dépend du raffinement du piège. Or là, qu'est-ce que vous nous servez en fait de léger? Pourquoi ces contorsions légèrement contrites, hein? Car parlons-en enfin du roman que vous êtes en train de nous servir. Toutes vos figures, vos objections, vos avertissements, pourquoi? Pour un roman qui nous raconte quoi? Ah, pour ça, il nous en raconte. Ce n'est pas le genre moderniste qui distinguait intrigue et roman. Ça, on ne peut pas dire. Ça grouille d'événements, nous trois. Événement, c'est le mot données d'informations devenues critères esthétiques. Ceci explique en partie cela. Nous trois est d'aujourd'hui parce que ça nous propose plein d'événements. Ça aussi, on n'a pas dû comprendre en tant que lecteur. Bref, voici les événements de nous trois. Les personnages du roman, le héros, la femme et l'autre, vivent des aventures extraordinaires. Ils sont pris dans le tremblement de terre et dans le raz-de-marée qui détruit Marseille. Ils participent à un voyage spatial. Passionnant. Voilà qui satisfait notre envie de lire, n'est-ce pas? Quand on a lu ça, on sait pourquoi on va en librairie. Passionnant, mais pas divertissant. Attention, pas du tout divertissant, car il ne faut surtout pas prendre à la lettre les nombreuses péripéties du roman. Il faut plutôt comprendre, nous dit Monsieur le Pape, qu'avec ces événements, il y a dans nous trois une mise en évidence tranquille. Ah, ça, on est d'accord. Pour nous laisser tranquilles, la littérature d'Echnoz nous laisse tranquilles. Assis même. Paz. Le propos des classiques n'était pas de tranquilliser, mais d'éveiller. Périmez tout ça, périmez, mon cher Paz. Écoutez plutôt le pape. Désormais, les Echnoz ont beau être tranquilles, ils vous provoquent un roulis et un tangage qui donneront le mal de mer aux lecteurs les mieux aguerris et les plus intrépides. Là, je voudrais inviter ceux qui ne l'ont pas encore fait, il doit peu en rester, à lire Echnoz à la lumière de cette phrase. Après quoi, tant pis pour ceux qui n'auront pas vu en face la couche de bêtises de notre époque. On nage en plein typique. C'est même à se demander si on est encore quelque part. Bon, où en étais-je? Excusez-moi d'avoir perdu le fil, mais c'est de repenser à cette couche, à cette sensation d'étouffement devant l'ineptie patentée qui sévit, qui ne cessera de sévir couche sur couche, article sur article, avec les auteurs qu'on nous vend. Bref, je reprends là où la berlue m'a pris. C'était quand Monsieur le Pape nous disait
qu'il ne fallait pas prendre à la lettre ces événements qui ont l'air de ne pas lui suffire. Alors il prévient, ce n'est pas moi qui me répète, c'est lui qui ne cesse de prévenir tout au long de l'article. Alors il prévient, pour faire passer le résumé d'événements précédemment cités, qu'il y a dans nous trois une mise en évidence, tranquille, souriante, mais d'autant plus précise, de ce qu'on a nommé la société du spectacle. Tenez, tant que j'y suis, autant le dire. J'ai une certaine sympathie pour Monsieur le Pape, qui m'a tout l'air d'un homme au rire aisé. Écoutez le rire de ce qu'il appelle un des morceaux de bravoure d'Echnoz. La scène de l'incendie d'une Mercedes sur l'autoroute du Soleil en est un, ça c'est une citation, la scène de l'incendie d'une Mercedes sur l'autoroute du Soleil en est un, exemple, tout à la fois impressionnant et irrésistiblement drôle. Irrésistiblement. Il doit beaucoup s'esclaffer dans la vie, cet homme. Et encore, il aurait pu ajouter que du coup, la fille à la Mercedes, Echnoz a eu l'idée de la baptiser Mercedes. C'est pas irrésistible, ça? Marivaux, je vous dis. Et encore, il y a mieux, c'est que cette fille Mercedes, qui se tait puis reparaît tout au long, avec tous les fantasmes que ça suppose, dans le genre les blancs entre deux carrés d'image, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, c'est très fort d'avoir fait ça en littérature. Donc, cette Mercedes à la Mercedes, ça explique que le journaliste de Libération, souvenez-vous, celui qui s'était fait doubler par le pape, est titré que dans les romans d'Echnoz, il y avait toujours des amours incertaines ou tues, souvent inavouées. Et ce n'est pas fini, attention, attention, tues, souvent inavouées, dans les marges du livre, à l'insu du lecteur. À l'insu du lecteur, me voilà prévenu, blanchi, lavé de ma bêtise. Je n'avais pas vu que ces amours étaient inavoués, mais justement, il ne fallait pas le voir, puisque c'était à l'insu du lecteur. J'avais trouvé que ces amours frustrés n'étaient même pas frustrants, mais justement, c'était normal. À l'insu du lecteur. Non, mais vous vous rendez compte? Un journaliste vous annonce que son article va vous dire ce qui se passe à l'insu du lecteur. Donc, de deux choses l'une. Soit il estime d'avance que vous êtes un lecteur abruti, ce qui tout de même fait un curieux préjugé dans le métier, soit il estime qu'il faut en rajouter au livre, en rajouter dans les marges, comme il dit, parce qu'entre les marges, il n'y a pas grand-chose. C'est pour ça que Monsieur le Pape mentionne le moins possible ce qui se passe à l'intérieur des marges du livre. Et les rares fois où il le fait, il vous enchâsse ça dans des avertissements sur la distance avec laquelle il faut le prendre. Ainsi, l'irrésistible épisode de la Mercedes incendiée et de Mercedes torride en pleine autoroute du Soleil est-il précédé d'une invocation au pouvoir descriptif illimité de l'écriture? Exemple, la Mercedes, et aussitôt après, comme gêné, oui, il est souvent gêné, le pape, dans cet article, je ne vous le fais pas dire. Il précise après un tiret, tout cela est sans pouvoir efficace sur les esprits de notre temps. C'est vrai, je dois être un sinistre blasé, un de ces esseintes perclus de raffinement littéraire. Mais Monsieur le Pape n'est pas si vexant pour son lecteur. Selon lui, si l'épisode irrésistible, impressionnant, drôle et tout, est sans pouvoir efficace sur nos esprits, c'est que nous vivons dans la société du spectacle. Là, il nous vous balance sa référence obligée, mais il n'en fait pas le même usage que Solers. Attention, Solers, c'est pour masquer qu'il n'est qu'un auteur à spectacle qu'il brandit, avec un quart de siècle de retard, la critique de notre société du spectacle. Jeu de masque inversé qui, pour l'instant, fait pas mal de dupes, ce qui prouve qu'on a pas mal d'imbéciles parmi nous autres lecteurs, car si j'en juge par les chiffres que m'a avoué ma libraire, elle en a rougi parce que c'est une femme très bien, ma libraire, attention. Solers se vend, et pas seulement au figuré. Mais bon, un jour les dupes verront que Solers a tout simplement introduit une vieille technique de communication
dans les mœurs littéraires qui n'avaient pas besoin de ça, et on n'en parlera plus. De Solers, bien sûr. Quant à Echnoz, ce n'est pas à l'auteur, mais au récit que le pape colle la société du spectacle. Pour dire attention, distance, ça a l'air d'être des défilés d'images, mais justement, puisque ça en a l'air, ce ne l'est pas. On connaît la recette critique. Aujourd'hui, un artiste ne peut plus vous débiter du cliché sans qu'un critique vienne vous dire « Justement, puisqu'il vous le débite, c'est que ce n'est plus un cliché. » Il est vrai que le cliché repris n'est plus tout à fait le même, mais enfin, la différence est assez minime pour qu'elle vous intéresse autant que le cliché. Minime, j'ai dit, puisqu'on nous classe la littérature d'Echnoz dans la catégorie littérature minimaliste. Cela explique une constante rhétorique des articles qui le louangent. Dans ces articles, on voit bien qu'il s'agit de convaincre et de se convaincre en passant, car les journalistes sont probablement sincères dans l'ensemble, et c'est pour ça qu'ils ont besoin de se convaincre les uns les autres que ce peu qui a l'air de rien, quand vous lisez cette littérature, c'est justement un peu qui pourrait bien être quelque chose, et même le tout de notre époque. Comment s'en apercevoir ou à tout le moins s'en convaincre? Il suffit de ne rien prendre à la lettre, surtout pas le rien qu'on va trouver à la première lecture. En d'autres termes, de ne pas s'en tenir à ce qu'on lit, à ce qui est écrit. D'où les incessants avertissements dissuasifs comme quoi on risque de prendre au premier degré les clichés spectaculaires dont nous trois nous saturent. D'où les avertissements à l'égard de l'ennui qu'engendre cette saturation, ennui qu'on éprouvera au premier degré, mais qu'on ne devra surtout pas conserver au second degré. Ça laisse rêveur. Au fond, si je comprends bien, après la littérature du soupçon, l'heure aujourd'hui est au soupçon de l'ennui. C'est-à-dire qu'avec cette littérature typique d'époque, non seulement on s'ennuie, mais en plus on s'en soupçonne, dans l'espoir de ne plus s'ennuyer sans doute. À moins que ce ne soit une forme culturelle de l'autoculpabilité qu'entretiennent là nos prêtres de l'opinion journalistique. Et pour ceux qui trouvaient injuste ma référence à la bande dessinée tout à l'heure, voici le seul échantillon d'écriture que M. le Pape cite pour prouver que toute la distance que creuse ce roman avec son récit vient chez Echnoz de son travail d'écriture, de son esthétique du trouble, du malaise, du dérèglement systématique de toutes les bases. Voilà le seul extrait qu'il propose. Alors voilà l'extrait. Les gens sur le trottoir d'en face allaient et venaient avec leurs idées. Leurs petits sacs gélatineux de pensée frémissaient comme une fleur translucide au-dessus de leur tête, ballottant au rythme de leurs pas. Dans cette phrase que le critique a estimée exemplaire, forme et fond sont effectivement homogènes. On a une vision de bande dessinée en accord avec un style dont il n'y a strictement rien à dire, ni en mal ni en bien. Cela dit, le pape n'a pas tort de citer cet échantillon. Echnoz y tient lui aussi puisque il y revient à la fin du roman. Dans la rue, comme toujours, au-dessus des crânes piétons, ballottent les bulles de leurs pensées. Et encore une fois, à l'avant-dernière page. Le critique et son auteur sont donc bien d'accord. Il y a là, incontestablement, quelque chose de décisif dans l'histoire du style. Ça, oui. Bon, on en est à 38 minutes. Est-ce que je vais lire le passage sur Rio? Oui, c'est assez court. Alors, Prix Médicis 1992, Tlaquilo, de Michel Rio. Le Monde, 17 novembre, en titre La reconnaissance d'une œuvre.
Rio, enfin, il aura fallu 10 ans et 8 romans pour qu'un jury reconnaisse une œuvre qui, depuis Mélancolie Nord, Ballade 82, s'est affirmée avec originalité et constance. Mais dans un certain silence, car Michel Rio refuse de jouer le jeu, d'apparaître, de venir défendre ses livres à la radio ou à la télévision. On attendait depuis longtemps qu'un prix, et singulièrement le Médicis, distingue cet écrivain secret. Alors voilà, c'est un fait que jusqu'aux jungles pensives, on pouvait suivre cet écrivain avec quelque intérêt sur ce qu'il pourrait donner un jour. C'est un fait également que Madame Josiane Savigno n'a pas attendu qu'il soit consacré pour rendre compte fidèlement de ses romans, et elle a beaucoup de mérite de l'avoir fait pour les 2 derniers. L'avant-dernier, en effet, Faux pas, raconte l'histoire d'un homme grand, harmonieux, au visage intelligent, sans âge, figé dans l'expression d'une indifférence faite de dureté et de mélancolie. Seuls ses yeux gris, de chasseur ou de guetteur, vivaient. Par une belle nuit, il débarque dans une villa où arrivera un type avec lequel il aura la discussion de contrat louche type, mais attention vite détypifié en discussion philosophique sur la probabilité du meurtre qui va avoir lieu. Mais le type avec qui il discute n'a pas l'air de bien saisir la philosophie mathématique du héros, qui ne s'appelle pas comme ça, attention, il s'appelle l'inconnu, qu'il s'appellera tout le long du livre, et donc l'inconnu, grand, harmonieux, intelligent, indifférent, aux yeux gris de chasseur-guetteur, parlait d'une voix posée, patiente, comme s'il tentait de faire pénétrer dans un esprit rétif ou peu doué quelques vérités d'évidence sur un sujet banal. Tellement rétif que le type, brusquement, se pencha, ouvrit un tiroir du bureau et se redressa avec son pistolet à la main. Alors la phrase suivante, l'inconnu, grand, harmonieux, yeux gris, guetteur, chasseur et tout, tira, au dernier moment, une seule fois. Une seule fois, mais au dernier moment. Fort, hein? Mais attention, page suivante, un autre bandit l'attend dans le jardin d'à côté. Nous, on le sait, mais pas le héros. Eh bien, si, page suivante, il y eut à nouveau ce bruit étouffé, à peine audible, absorbé par l'espace. L'homme s'effondra dans l'herbe, sans un cri. L'inconnu observa, et il fait bien, parce que pas loin dans la nuit noire, un autre homme était plaqué contre la façade près de la porte. Il était impossible de le voir des fenêtres. Oui, mais c'est mal connaître l'inconnu qui, en 2 bonds silencieux, fut sur lui. Le bandit a encore une page à vivre et nous à lire, et liquider le méchant. Mais heureusement pour nous, les ébats vont changer. Une femme débarque, ouf, et en plus elle est pas mal. Étonnant, non? Et comme l'inconnu n'est pas yeux gris, dur, harmonieux, grand chasseur pour rien, eh bien à ce moment, ils se croisent, il aurait voulu prononcer une phrase anodine, quelques mots simples, à simple fonction pratique, comme « méfiez-vous du courant » ou « l'eau est délicieuse », mais il en fut incapable parce que la neutralité d'un langage quotidien où l'intention chaleureuse compte plus que le sens lui était parfaitement étrangère. Dur le type, hein? Et linguiste avec ça. Bon. Ça me fait rire, enfin. Alors, de nouveau, c'est la même technique. Et ça continue comme ça, les ébats à tout crin et les sentences à tout sens, bourrés de sens, on sent que mais c'est caché, hein, caché le sens. Et on arrive à la page 100 et on regarde, il en reste 24. Or, depuis la première page, on se dit qu'il ne faut surtout pas prendre à la lettre, ne jamais rien prendre à la lettre dans les romans en ce moment, surtout ne pas lire ce qu'on lit. D'ailleurs, Faux pas, ça s'intitule, et en plus, ça pointe régulièrement, mine de rien, vers le haut, côté penseur et grand problème. Alors on se dit que l'auteur va bientôt nous balayer son château de clichés policiers et sexuels d'un revers de la main, comme dit l'autre, et on arrive à la page 120, toujours rien, puis à la page 123, le type est dans sa voiture la nuit, il laisse une petite lettre à la femme, et voilà la lettre. « Je maintiens que l'amour est une anomalie cernée par la violence de la loi naturelle, et l'histoire qui est la conscience progressive de la loi appliquée à notre espèce, cherchant en vain et sans relâche à matérialiser son refus, est elle-même une anomalie,
un épisode hasardeux cerné par la durée du vivant et de l'éternité de la matière soumis tous deux à la simplicité de la règle. Plus quelques autres phrases savoureuses sur le savoir. Et pour conclure, dans sa lettre « Bon prince, je vous dois cette idée », là-dessus, le héros relut ce mot, il resta pensif. Nous aussi, mais lui, il se met une balle dans la tête. Voilà. Roman suivant, Prix Médicis, pas du tout tourné vers la mort, lui, ne visant pas à la confusion, à la division du peuple, mais à son identité, à son unité. Mais rassurez-vous, gens d'esprit, je ne vais pas abuser de votre temps, d'autant plus qu'il est tard et bon. Alors je renvoie à Josiane Savigno, que les gens d'esprit peuvent croire sur parole, Tlaquilo est effectivement un joyeux cadeau d'anniversaire. Pour une décennie bien remplie, rempli qu'il est de savoureux dialogues sur le savoir, en pleine tempête même, magnifique tempête en mer, elle a raison, pendant laquelle les deux héros magnifiques, portrait page 12, 15, 16, 17, avec fille évidemment bien tout comme il faut, puisqu'elle avance avec grâce, harmonisant le libre balancement féminin de la chair et la retenue d'un maintien strict. Et donc, pendant la tempête, les deux héros ont effectivement un savoureux dialogue sur les mérites comparés de la philosophie et de la littérature, mais j'hésite à le conseiller à Monsieur le Pape pour son recyclage dans la critique littéraire, et je préfère n'en rien citer parce que je ne veux pas dire du mal d'un auteur qui après tout fait ce qu'il peut. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi Josiane Savigno s'exclame après ça « Rio enfin ». Mais elle ne me répondra pas, je le sais bien. Quand on est journaliste au Monde, on tient le pompon et on n'a que faire de ces lecteurs assez idiots pour acheter les livres que leur conseillent les journaux. Bon, voilà. Bon, alors, l'article complet est disponible au lien que je mettrai sous la vidéo. Je ne vais pas tout lire ça quand même. Il nous parle assez longuement sur Philippe Sollers, c'est assez savoureux, mais finalement, on peut s'en passer. Alors, c'est déjà assez duré, là, 46 minutes. Alors, je vous conseille de lire la suite, mais enfin, si ça peut servir d'explication pourquoi un Français écrit en anglais, ben, quand on voit ce qui se publie actuellement, c'est peu encourageant. Moi, je me rappelle avoir lu des livres quand j'étais plus petit, dans les années 70. Ça me faisait pas cette même impression. Maintenant, surtout pour les romans, simplement, je me vois pas être publié parmi des gens comme ça. Et de toute façon, même si j'étais publié, je crois que personne n'en entendrait parler. Enfin, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe avec la culture française, mais voilà l'état de la littérature il y a 25 ans, et je pense pas que ça ait beaucoup changé depuis. Donc, je vous laisse avec cette explication et le lien pour lire cet article, et puis je vous le conseille vivement. Voilà.